4 livres petit format, pas de coup de cœur, mais de très bons moments lecture. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cet épisode de podcast lecture pour parler de 4 livres. On a 2 livres de poche, voilà, chez Pocket ici et chez Point ici. On n'est pas sur des livres très récents puisque celui-ci est sorti en 2020. Celui-là, il est sorti avant l'année 2000, il est sorti en 1997 en France. Et puis, on a 2 formats semi-brochés, mais chez Albin Michel, les formats semi-brochés sont très très proches du format poche. Hein. Voilà. La preuve. Et donc, ce sont 2 livres de M.C. Beaton. Ici, on est sur un tome d'Amish Macbeth, donc du Cozy Mystery. Ici, on est sur du Cozy tout court, il n'y a pas de mystery. On est sur le tome 3 de la saison des débutantes, qui est une série que je dévore en audio. Voilà, ça c'est le programme. J'espère qu'il vous plaît. Eh bien, installez-vous bien, c'est parti. Et on commence avec Le Signal de Maxime Chatham chez Pocket. J'ai pas lu 50 000 livres de Maxime Chatham, j'ai lu son tout dernier. J'ai un petit doute sur le nom, mais son tout dernier, là, qui est sorti chez Albin Michel, qui était très bien, j'ai beaucoup aimé. Il y avait un petit côté scénario catastrophe, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai retrouvé ce côté scénario catastrophe dans Le Signal. Et alors, je risque de pas les voir d'ici. Si, je les vois. Alors, en fait, on a pas mal de Maxime Chatham parce que mon mari en a lu pas mal. Mais on a la trilogie du mal. Et alors, de mémoire, j'ai dû lire un tome et demi ou 2 tomes. Je sais plus si j'avais été au bout du 2e. Et j'avais laissé parce que j'avais pas la même sensibilité à l'époque que maintenant. Et j'avais lu ce 2e tome, je pense, en 2009-2010. Et c'était beaucoup trop gore en fait pour moi. Enfin, c'était pas mon truc. Voilà, c'était pas mon truc. Et en même temps, si à cette époque-là j'avais lu Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier, j'aurais abandonné quoi. Donc voilà, ma sensibilité évolue, etc. Donc peut-être que si je lisais la trilogie du mal maintenant, ça passerait un peu mieux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais restée sur cette idée de Maxime Chatham, c'est pas trop pour moi. Mais son dernier, il est vraiment très bien. Ah, Lux, voilà, Lux. Donc, Lux, je crois que l'auteur dit Lux, L-U-X. Le nom me revient. Mais bon, il paraît que celui-ci est quand même assez atypique. Et Le Signal, j'en ai pas mal entendu parler, notamment par Ludivine des lectures du chapitre, donc les lectures du chapitre sur Instagram, qui me l'avait conseillé parce qu'on parlait de livres qui faisaient peur. Et en fait... j'ai déjà lu un livre qui vraiment me faisait peur, etc. Et ça me manquait parce que dans les thrillers et les policiers, on voit des fois que les auteurs ils sortent l'artillerie lourde pour mettre des ambiances, des trucs et tout ça, mais c'est tellement parfois grossier que ok d'accord, ok bon d'accord il y a un truc, ok ça pourrait faire peur, mais on l'a vu venir, etc. Donc je commence peut-être à être un petit peu exigeante et celui-ci a vraiment cette réputation de faire peur. D'ailleurs c'est mis sur la couverture. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? Ah. Donc, je suis partie dans ce livre de Maxime Chatham. Déjà, première page, c'est extrêmement bien écrit. J'adore son écriture, j'ai noté pas mal de citations. Ensuite, très vite, j'ai fait la connaissance avec les personnages et donc on suit une famille, la famille Spencer, qui vient s'installer dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre. Et en fait, cette famille pourrait ressembler étrangement à la famille de Maxime Chatham. Alors, je ne sais pas combien est-ce qu'il a d'enfants, mais en tout cas... on est beaucoup à connaître la femme de Maxime Chatham. Et donc là, on a le personnage principal qui est marié et sa femme peut faire penser un petit peu à Faustine Bollaert sur quelques points. Et ça m'a fait... ouais, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et en fait, l'auteur en parle à la toute fin dans les remerciements. Je sais pas si je sais plus si c'est intitulé note de l'auteur ou... non, c'est dans les remerciements. Voilà. En premier lieu, ma femme, Faustine, qui a éclaté de rire la première fois que je lui ai fait le résumé de ce projet. Tu es conscient que cette famille, c'est la nôtre? M'a-t-elle demandé. Voilà. Donc, ok, c'était clair. Donc bon, c'était pas forcément conscient de sa part, mais bon,
il y a ce côté-là. Donc ça m'a fait un peu bizarre. Mais on arrive très vite à entrer dans l'histoire parce qu'en fait, on fait la connaissance de cette famille, de tous les membres de cette famille. Je vous laisserai découvrir la particularité de cette famille, justement. Et on s'attache très vite à eux, en fait. Enfin, il y a un côté... Enfin, on entre très vite dans l'histoire. On entre très vite dans l'histoire et j'ai envie de vous dire, ça tombe bien parce que le livre fait 900 pages. Donc, avec 900 pages, il aurait pu mettre du temps à installer son histoire et tout. Et non, 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 on entre très vite dans l'histoire. On voit effectivement que le sujet principal, c'est la peur et toute la construction du livre est faite comme ça. Donc, en fait, on va... Et c'est là où il y a peut-être un côté un peu scolaire, entre guillemets, enfin, où on voit le schéma et après, on s'y attend. Ou, en fait, on a la famille, on nous explique qu'il y a quand même des phénomènes bizarres, voilà, pour déjà, on installe bien le lecteur dans cette ambiance. Et donc, on est sur un côté, on installe le lecteur dans l'ambiance. Voilà, et puis hop, il y a une scène qui pourrait faire peur, puis on retombe et puis on continue à alimenter en fait le lecteur de cette ambiance et hop, on a une scène qui peut faire peur et hop, voilà. Sauf que en fait, entre les scènes qui peuvent faire peur, c'est un peu le calme plat. C'est ce qui se passe, c'est pas un truc à fond. Hein. On n'est pas sur un page turner, on est vraiment sur quelque chose d'ambiance où on nous ajoute en fait des choses, des éléments qui peuvent justement pour faire peur. Enfin, donc on a ce côté-là. Sauf que moi, les premières scènes, bah ça allait en fait. Enfin, parce qu'en fait au milieu de tout ça, on a quand même un côté surnaturel et on se pose beaucoup la question dans le livre pendant plusieurs centaines de pages. Est-ce que on est vraiment sur du surnaturel et dans ce cas-là, on l'accepte et on part sur ça. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir une explication logique, etc., etc. En général, c'est pas mon truc. Et en fait, j'arrête pas de vous dire ça. J'arrête pas de vous dire, oh, en général, le surnaturel, c'est quand même pas mon truc. Et puis, en fait, je me rends compte qu'il y a des choses où... là où c'est pas mon truc, c'est quand on est dans un monde avec des elfes, des magiciens, des machins, qu'il y a une hiérarchie. Si on est trop dans un truc comme ça, en fait, de fantaisie, alors pour le coup c'est ce que mon mari adore, mais si on est vraiment dans un monde totalement imaginaire, etc., là je vais bloquer. Si on est si on est dans un monde où on a 90% de choses normales, de personnes qui donnent l'impression d'être comme tout le monde, etc., mais on a un petit peu de surnaturel, d'imaginaire, etc., ça passe. Et là, ça me fait penser à plein de séries que je regardais quand j'étais ado, notamment dans la trilogie du samedi soir sur la 6, enfin, on avait Buffy, on avait Roswell, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Charmed, en fait, dans ces séries-là, il y a quand même souvent une petite partie surnaturelle au milieu de personnes normales, etc., mais en fait, les personnes normales, elles sont sorcières. Oh. Donc voilà, en fait, du coup, globalement, ça passe. Et la série Twilight, par exemple, je parle de la série de livres, hein, mais les films aussi, en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré même. Et j'ai eu une période vampire, d'ailleurs, on voit les livres ici. Là, ce sont les livres de Charlène Harris. Je sais même plus comment elle s'appelle, cette série-là, d'ailleurs. C'est quoi? C'est La Communauté du Sud, voilà, avec des vampires, etc. Mais en fait, j'aimais bien. Donc, c'est vrai que j'arrête pas de dire, oh, s'il y a du surnaturel, j'y vais pas. Bah, non, en fait, j'y vais pas, tout dépend le pourcentage de dose de surnaturel, quoi. Donc, soit on est dans du surnaturel, mais justement, avec une certaine dose, parce que, globalement, comme on se pose la question, ça veut dire qu'on est globalement dans un monde réel. Donc, voilà, il y a juste des phénomènes bizarres, on n'arrive pas à savoir s'il y a une explication ou pas. Donc soit on part vers du surnaturel, soit on part vers quelque chose de très rationnel. Et en fin de compte, moi les premières scènes qui étaient censées faire un peu peur, j'étais vraiment en train de me dire, bon ok, et alors, et c'est quoi? Ah mais en fait on ne sait pas. Voilà. Donc on a la scène comme ça, en fait on ne sait pas, on n'a pas d'explication de pourquoi ce phénomène, pourquoi ça, enfin... Et donc... J'étais plus sur d'accord, ok, mais ça vient d'où en fait, et on le savait pas parce qu'en fait c'est le dénouement quelque part. Donc j'ai pas été très sensible, très réceptive aux premières pages. Alors après
Après, j'ai essayé de me mettre davantage dans l'ambiance parce que voilà, je voulais un livre qui faisait peur, je voulais vraiment un livre qui fait peur. Et c'est d'ailleurs ce que l'auteur nous promet, ce que Pocket nous promet en mettant ça sur la couverture. Donc, j'ai essayé de me mettre vraiment dans des conditions vraiment extrêmes, entre guillemets, à lire le soir. D'habitude, quand je lis le soir, j'ai la grande lumière allumée avec un petit spot lumineux sur là où sur mon livre, en fait. Là, j'ai enlevé toute la lumière, j'ai gardé que le petit spot lumineux. L'auteur conseille une playlist avec voilà, j'ai écrit ce roman en écoutant des dizaines d'albums. Il renforce le cocon de concentration et écarte le monde réel. Je vous conseille d'en faire autant pour lire cette histoire. Donc, il cite 3 albums. Je les ai mis. Bon, alors le souci, c'est que je les ai mis sur YouTube. Et en fait, entre 2-3 titres, il y avait des pubs à chaque fois. Donc, ça sortait un peu de l'ambiance. Mais sinon, c'était un peu mieux. Mais j'ai vraiment fait un effort pour me plonger dans cette ambiance. Et alors avec la musique, c'était pas mal. De toute façon, je lis toujours avec une musique, mais plutôt zen, calme, relaxation, gna. Là, c'était de la musique d'ambiance, mais plutôt horreur et tout, ça passait mieux. Mais j'ai pas été sensible à toutes les scènes. Certaines, oui, m'ont fait peur. Celles qui m'ont fait peur, ce sont des scènes qui, pour moi, étaient le plus proches de la réalité. Où vraiment, je me suis projetée parce qu'on partait sur un truc réel. Alors après, on partait sur autre chose avec toujours une interrogation. On l'explique pas, gna gna gna, et au bout d'un moment, on comprend. Enfin, au bout de plusieurs centaines de pages, on comprend vers la direction euh, vers laquelle on va aller. Enfin, et voilà. Mais... mais bon, du coup, ça l'a pas totalement fait parce que j'espérais avoir davantage peur, mais il y a quelques scènes où j'ai eu peur et c'était bien fait. Voilà, donc cette construction-là avec plutôt le calme plat, une scène qui est censée faire peur, le calme plat, une scène qui est censée faire peur, le calme plat, et à partir de la page à peu près 700, là, on a un rythme qui s'accélère et on arrive comme dans une sorte de film catastrophe avec, j'en sais rien, tous les films Independence Day, tous les films un peu comme ça. Et donc là, ça s'accélère vraiment, on a peur pour les personnages. Ça se lit très 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 vite après. Voilà, donc du coup, j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur. Je reste un petit peu sur ma faim parce que ça m'a pas fait assez peur en fait. Et c'est là où du coup c'est assez intéressant parce que ça me permet aussi de moi me connaître en tant que lectrice. Enfin déjà comme je vous disais, la trilogie du mal, à l'époque où je l'ai lu, il y a 10-15 ans, c'était pas la bonne période pour moi, donc j'ai pas apprécié comme il fallait ce livre, etc. Donc maintenant je me rends compte que j'ai évolué, donc je pourrais relire ça, donc c'est intéressant parce que je me connais en tant que lectrice sur ça. Et puis là, ce livre m'a permis aussi de me connaître en tant que lectrice et de me rendre compte qu'il y a des choses où, pour moi, on sort l'artillerie lourde, on sort des trucs et tout pour faire peur avec tous les codes, les machins. Enfin, j'ai pas fait du tout d'études littéraires ou d'études de formation pour être auteur, d'atelier d'écriture ou je ne sais quoi, mais on les voit en fait, les trucs de... tiens, on met ça, ça fait une petite dose, et puis on met ça. Et puis même sur les parties qui sont censées être plutôt comment dire, plate. Là, on sent à chaque fois l'auteur qui met une petite dose, un petit truc, un petit machin. Donc voilà, ça se voit, ça se voit. Après, moi, c'est un livre que je lis, il est sorti il y a un moment, donc c'est un livre qui a déjà une sacrée réputation, et donc je suis d'autant plus exigeante. Je l'aurais lu comme ça, sans être prévenue, j'aurais peut-être pas détecté tous ces petits signes. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même certaines scènes où j'ai vraiment été sensible et d'autres pas. Donc je vois du coup vraiment ce qui peut me convenir. Et en fait, j'ai vraiment en tête un livre que j'avais beaucoup aimé et où j'étais vraiment pas rassurée. C'était un livre de S.K. Tremaine, je sais pas comment ça se prononce. Je sais plus le titre non plus, je sais pas grand chose. Mais ce livre vraiment m'a davantage fait peur et on était presque plus sur un thriller psychologique en fait quelque part, mais avec des choses totalement réelles et possibles. Donc
Voilà, donc c'est là aussi où ce livre était intéressant, et c'est pas du tout un mauvais livre, hein. Enfin, il est très bon, voilà, il est très bien, enfin, je veux dire, c'est un livre de 900 pages qui, globalement, se lit vite, etc. C'est juste que j'en attendais autre chose, mais je me rends compte que j'ai appris à me connaître grâce à ce livre aussi, et du coup, je sais vers quoi je dois aller, et donc, du coup, je vais cibler maintenant, voilà. Je suis pas une grande lectrice de Stephen King, j'en ai lu pas beaucoup, et peut-être des atypiques. J'ai lu La Ligne Verte et 22 novembre 63, mais il est pas mal comparé, ce livre, à Stephen King. Il y a quand même un petit truc, c'est que, alors c'était pas le cas dans La Ligne Verte, il y a quand même des scènes un peu horribles, mais dans 22 novembre 63, je trouve qu'on voit que King s'éclate sur une scène où il y a du sang partout, et on voit qu'il prend plaisir à ça, ce qui est pas très... Il y avait un petit côté pas très sain. Et je n'ai pas vécu ça avec Maxime Chatham. Les scènes où il y a... J'ai pas l'impression qu'il y avait une surenchère, un truc... Non, parfois il jouait justement avec peu de mots. Et donc ça, c'était pas mal. Voilà. Et en fait, là aussi, c'est que... Est-ce qu'un livre qui fait peur est forcément un livre d'horreur? Je me rappelle, petite, j'avais peur avec les livres... comment ça s'appelle? Chair de poule. Avec un livre avec des espèces de pantins marionnettes, je sais pas quoi, là, celui-là je me rappelle beaucoup. Quand je dis aux enfants, vous voulez pas tester la collection Chair de poule? Je vois, non, on veut pas y aller. Mais est-ce que du coup un livre qui fait peur est forcément un livre un peu d'horreur? Quelqu'un qui aime regarder des films qui font peur, on se dit tout de suite, ah ouais, il regarde des films d'horreur. Mais est-ce que une explosion de sang partout, qui est plutôt de l'horreur du coup, est quelque chose qui peut faire peur? Enfin, pour moi, non. En fait, c'est pas... Enfin, on peut avoir un film avec de l'explosion de sang partout et qui fait peur, mais c'est pas lié à ça. Enfin, voilà. Mais donc, l'un va pas forcément avec l'autre. Le gore n'est pas forcément quelque chose qui peut faire peur. Enfin, ça peut dégoûter, mais c'est un peu comment dire, d'autres émotions. Enfin, voilà. Bon, bref. On n'est pas sur une thèse ou sur, une dissertation de philosophie, mais voilà, en tout cas moi ça a été assez intéressant dans ma démarche, et intéressant parce que bah écoutez, j'ai lu un Maxime Chatham, un autre, qui est du coup moins différent, enfin, plus semblable à ce qu'il écrit habituellement a priori, et au niveau de l'écriture ça matche bien, vraiment. J'aime beaucoup, c'est bien écrit, c'est vraiment bien écrit. Voilà, donc le signal de Maxime Chatham, qui peut faire peur, et après tout dépend de votre sensibilité, et tout dépend de ce qui vous fait peur à vous. Voilà. Je poursuis avec le 12e tome d'Amish Macbeth. C'est que j'avance bien dans cette série. Avec cette couverture, donc pour ce tome Bras de fer. Voilà, ça fait partie de mes couvertures préférées. Alors, je ne suis pas une grande adepte des tatouages. Enfin, je ne suis pas tatouée. Je ne bois pas, j'imagine, je sais pas, que c'est un petit verre de bière. Donc là, on s'imagine dans un bon pub ou... oui, c'est ça, dans un bon pub, etc. Donc c'est pas forcément les lieux où je vais régulièrement, mais cette couverture, je la trouve mais trop belle en fait. Vraiment une de mes préférées, enfin voilà. Alors, j'ai lu ce livre dans le cadre de la battle Amish, enfin Agatha versus Amish, que j'organise avec les éditions Albin Michel et avec Eurostar. Et vous êtes plusieurs à y participer et c'est toujours très chouette. Le mois dernier, Amish a remporté la battle mensuelle. C'était la première fois depuis que le challenge existe, et il existe depuis août 2023. Donc chaque mois, on lit à Amish ou un Agatha raisin, et du coup, derrière, notre point va au personnage qu'on a lu, et puis après, chaque mois, je comptabilise les points et tout ça, et c'est vrai qu'Agatha raisin a beaucoup de succès. Ça fait longtemps que j'y suis pas retournée, pourtant je la défends bec et ongle parce que ceux qui découvrent les Cozy Mystery tardivement, en fait,
soit ne connaissent pas Agatha Raisin, soit en ont lu 1 ou 2 tomes et trouvent que c'est pas extra, ou n'accrochent pas du tout avec le personnage. Et je trouve toujours ça très dommage parce que quand on aime les cosy mystery, quand voilà, on essaye de s'intéresser un petit peu à cette catégorie de livres, et ben faut quand même pas oublier que tout a commencé en France avec Agatha Raisin. Donc c'est bien, c'est un peu ce que je vous disais il y a pas longtemps sur les romans policiers, même si voilà, les romans policiers n'ont quand même pas la même histoire que les cosy mystery. Les cosy mystery sont quand même beaucoup plus récents, mais c'est bien de ne pas oublier l'origine en fait. Et l'origine, c'est Agatha Raisin. Et en fait, il n'y aurait pas eu un tel succès, il n'y aurait pas eu de superbes couvertures comme ça, il n'y aurait pas eu cette écriture de M.C. Beaton. Je suis pas sûre que les cosy mystery auraient eu un tel succès en France. Maintenant, on se retrouve dans pas mal de librairies avec des super rayons, avec des couvertures toutes très colorées. Et c'est dans la partie polar en plus, donc c'est hyper agréable, hyper... Enfin, voilà, ça attire l'œil, ça donne envie de lire ses livres, il y a presque des concours de couverture, et puis on se retrouve avec ce qu'on a dans les cosy mystery. Donc on a un enquêteur souvent amateur qui va tenter de résoudre une enquête parce qu'il se retrouve avec un mort dans son village. Voilà, donc c'est un peu le même style d'histoire à la base, mais après on change, on met du thé, on met du café, on met des cookies, on met des pâtisseries, ça se passe en Angleterre ou pas, le détective est une femme ou pas, enfin voilà, on a plein de choses comme ça, plein d'ingrédients qui changent et tout ça, mais voilà, c'est Agatha Raisin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, déjà c'est bien de lire du Agatha Raisin avant d'avoir un avis, et puis derrière, eh ben, faut quand même pas oublier que tout a commencé comme ça, voilà. D'autant plus quand on s'y connaît, c'est bien d'en avoir lu quand même 1 ou 2, je trouve. Mais même si je vous dis tout ça, ça fait un moment que j'ai pas retrouvé Agatha Raisin. Ce serait bien que je le fasse. Je dois être au 29e, 30e tome là. Mais là, à chaque fois je vous le rappelle, hein, mais dans cette battle, j'avais vraiment prévu de faire un tome d'Amish au mois d'août, un tome d'Agatha Raisin au mois de septembre, un tome d'Amish Macbeth au mois d'octobre, un tome d'Agatha Raisin au mois de novembre, et d'alterner comme ça jusqu'à la fin du challenge. Et de toute façon, j'en ai tellement à lire que voilà, il n'y avait pas de souci. Et donc j'ai commencé avec un tome d'Amish Macbeth en août, et la vache, c'était encore une fois très bien. Et donc je me suis dit, je peux pas le laisser comme ça, au mois de septembre, je retrouverai Amish Macbeth. Puis au bout d'un moment, j'ai accepté qu'en fait, ça va être de mon côté, cette battle Amish, Agatha va être uniquement des lectures des tomes d'Amish. Et puis au mois de janvier, j'en ai lu plusieurs, en plus j'ai lu 3 tomes, je crois, dans le mois. Donc il y en a qu'un seul hein, qui comptait dans la battle, mais j'ai découvert ce petit truc de lire un Amish Macbeth un samedi en fin d'après-midi plus la soirée, pour bien terminer le week-end en fait. Et j'ai pas pu le faire tout le temps en fait. Depuis que j'ai découvert que cette lecture avait pour moi un effet hyper positif, parce que j'ai tendance à avoir un blues du dimanche soir, j'aime beaucoup mon travail, mais j'aime bien organiser un petit peu les choses, et en fait en général le dimanche après-midi je commence déjà à prévoir ce que je vais faire le lendemain, je vais regarder les réunions que j'ai le lendemain, comme ça voilà, quand j'arrive, enfin déjà ça me permet de commencer à réfléchir, ce qui fait que quand je prends ma douche le lendemain matin, je continue de bien organiser mon truc, et une fois que je suis prête, go, je suis efficace et productive dès que je me connecte, voilà, c'est ma façon de fonctionner. Donc en semaine ça va, parce que en semaine le soir j'y pense, ou voilà, ou avant de me déconnecter j'ai regardé mes réunions, je vais jeter un petit coup d'œil, enfin tout est très clair. Mais quand il y a la coupure du week-end, il y a un moment donné, il faut se replonger dans ça, et souvent c'est le dimanche après-midi, et donc du coup ça veut dire aussi une nouvelle semaine qui commence, de se replonger dans tout, et même si j'aime mon travail, j'ai pas toujours un dimanche soir hyper cool, et derrière ces lectures en fait, lire Amish Macbeth, mais ça m'a fait énormément de bien, voilà. Vraiment, c'est à retenir, c'est une super astuce. Enfin, je veux dire, ça permet de voir à quel point la lecture a un pouvoir de fou. Je lis énormément, vous savez, j'ai lu 300 livres l'année dernière, enfin, je suis une très grande lectrice. Et du coup, je suis encore agréablement surprise de découvrir des bienfaits de la lecture. Parce qu'en fait, la lecture apporte énormément de choses sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et en fait, j'avais jamais pensé au pouvoir du choix en fait, du livre du dimanche fin de journée quoi. Et ça derrière, ça a tellement d'impact. En fait, depuis que j'ai découvert ça, je me suis retrouvée à lire
un livre qui était plutôt sombre le dimanche en fin de journée, ça n'a pas été cool, ça m'a pas aidé. Là, le dernier dimanche, j'ai pas pu lire un Hamish Macbeth parce que là, je commence vraiment à avoir beaucoup de lectures. Ça commence à être difficile de caser mon Hamish, d'être à jour dans la série Son espionne royale, de lire beaucoup de polars pour certaines raisons, de lire les sorties, et les sorties s'accélèrent, on arrive dans le gros des sorties des auteurs qui m'intéressent. Donc je peux pas toujours caser des Hamish comme je peux, donc il y a des choses, enfin parmi toutes mes... pas mes exigences, mais mes souhaits, je suis obligée d'en laisser de côté. Et donc j'ai laissé de côté le Hamish dimanche dernier. Mais j'ai lu un autre livre, on n'est pas sur du cosy mystery, mais on est sur un policier quand même, un roman policier bien cosy. C'est le quatrième tome de la série Marcou de Christos Marcogiannakis. Je vous en parlerai plus tard, il était très bien. Et en fait, ça m'a fait le même effet qu'un Hamish en fait. Donc voilà, en fin de compte, ce qu'il me faut, c'est un cosy mystery qui se lit plutôt vite, que je peux lire du coup comme ça du dimanche 17h jusqu'à la fin de la journée, et qui fait du bien, et qui détend, et qui change les idées, voilà. Donc Hamish Macbeth, cette série m'a permis de découvrir aussi ce pouvoir de la lecture. Dans ce tome, on retrouve forcément Hamish, on retrouve Priscilla qui est bien présente, je trouve, et ça c'est chouette parce que ça n'a pas toujours été le cas des derniers tomes. Et encore une fois, je trouve que c'est une série qui ne s'essouffle pas. On peut avoir un modèle un peu similaire. Hamish, il est policier dans un petit village. Il est connu dans son petit village, tout le monde a un avis sur lui. Nous, on commence à les connaître, hein, les personnages, hein, entre le médecin, entre Priscilla, entre le pêcheur, l'épicier. Enfin voilà, on a vraiment plein de personnages qu'on revoit d'une fois sur l'autre. Et avec leur caractère, etc. Mais il y a quand même un côté soudé. Et Hamish, il a cette personnalité globalement particulière. En fait, il a un truc pour trouver le coupable. Enfin, il a un raisonnement, il mène ses enquêtes comme il faut, il est logique. Voilà, il a un esprit qui fonctionne bien et qui fonctionne bien sur des enquêtes et tout. Sauf que c'est quelqu'un qui aime son confort et ce qui pourrait se comprendre en fait, hein, c'est un mode de vie. Je trouve qu'on dit tout le temps qu'on est dans un monde où ça va trop vite, et en fait on entend beaucoup plus les gens qui disent oh pas trop vite, plutôt que les gens qui disent faut aller vite, parce que ceux-là ils sont tout le temps un peu critiqués. Et en fait Hamish Macbeth, lui, il est plutôt justement dans ce côté, voilà, ok, d'accord, avec les capacités qu'il a, il pourrait avoir ci, avoir ça, mais à un moment donné il s'est retrouvé avec quelqu'un sous sa responsabilité. Et alors la personne, elle était pénible, et ça, Hamish, il n'a pas envie de le revivre, quoi. Donc en fait, s'il résout tout et que les gens savent que c'est lui, et notamment ses supérieurs, il va encore avoir des promotions, et en fait, sa tranquillité, elle sera plus là. Voilà. Donc c'est particulier, mais c'est comme ça. Et moi, j'aime beaucoup Hamish, même si j'ai pas trop le même fonctionnement, mais en fait, il l'explique par certaines façons, et au final, son explication est très logique. Donc voilà, et j'aime la logique. Donc voilà, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Après, dans ses supérieurs, il y a plusieurs types de supérieurs. Il y a son supérieur direct qui déteste Hamish Macbeth parce que lui, les enquêtes, il n'arrive jamais à les résoudre. Et en fait, il a ce personnage d'Hamish qu'il a en horreur. Voilà, et à la force, il se monte la tête sur Hamish, et il ferait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues, mais lui sortir des affaires, des trucs et tout. Enfin, vraiment, c'est une saleté. Voilà, c'est une vraie saleté de jalousie, de pouvoir qu'il ne devrait pas avoir. Il y a des gens parfois qui ont trop de pouvoir, lui en fait partie. Et donc, voilà, c'est vraiment, ça vient polluer les choses. Alors, ça vient pas polluer le livre, ça ajoute quelque chose dans le livre, mais vraiment, c'est le genre de personne que j'aimerais pas rencontrer en vrai. Et le chef du chef d'Hamish, en fait, pendant tout un temps, il aimait beaucoup Hamish parce qu'il s'était rendu compte de ce que Hamish valait. Et puis après, il y a des choses qui changent, mais ça, je peux pas vous spoiler si vous en n'êtes pas encore là. Voilà, mais ça évolue, mais alors ça évolue pas forcément comme j'aurais voulu. Mais bon, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans cette série, et tout le reste, en revanche, me plaît beaucoup, donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'était à nouveau un vrai régal, pas d'essoufflement dans la série. Vraiment, globalement,
Oui, la construction est un peu similaire d'un tome sur l'autre. Oui, on va se retrouver avec des choses pareilles. Enfin, comme je vous dis, on est dans un village, on retrouve des personnages. Parfois, ils changent de village, etc., etc. Mais bon, globalement, oui, tout n'est pas réinventé. On est sur une série. Enfin, mais malgré ça, j'ai pas l'impression de lire à chaque fois le même tome. J'ai pas l'impression à chaque fois d'avoir le même meurtrier. Et en l'occurrence, le dénouement, il m'a beaucoup plu. Voilà. Et ça, c'est quand même aussi important. Même si dans un cozy mystery, pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'ambiance, etc. Mais écoutez, le dénouement était pas mal, donc je ne vais pas le bouder. Voilà, donc 12e tome d'Amish Macbeth. Et moi, j'ai très hâte de lire le tome suivant. De mémoire, la couve du tome suivant me plaît un petit peu moins, par contre. Je continue avec une très ancienne série que je découvre à peine. Il s'agit de Mort à la Fenice, qui est le premier tome d'une enquête du commissaire Brunetti, de Donna Leon. Alors, commissaire Brunetti, Donna Leon, ça se passe à Venise, Mort à la Fenice. On pourrait penser qu'on est sur un bon polar italien. Ouais, mais non, en fait, l'autrice est américaine. Mais tout le reste est vraiment très italien, je vous l'accorde. Voilà. L'autrice, en fait, c'est ce qui est indiqué sur la 4e de couverture. Elle est née dans le New Jersey, mais elle a vécu pendant plus de 30 ans à Venise. Et donc là, l'enquête se passe à Venise et c'est hyper important, hyper intéressant, on ne peut pas l'oublier, parce que les gens se déplacent en bateau. Et donc à un moment donné, il y a un meurtre et comment les policiers arrivent? Ils arrivent dans un bateau. Voilà. Donc ça, je trouve ça très chouette. Venise, c'est pas une ville que j'ai eu la chance de découvrir. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Je crois que ça demande un petit peu d'organisation maintenant pour y aller, mais il faudrait faire l'exercice parce que vu la ville que c'est, etc., peut-être qu'un jour on pourra plus. Donc voilà, je ne sais pas. Écoutez, dans le doute, je pense qu'il vaut mieux s'organiser pour la découvrir dans pas trop longtemps. Il faudra que j'y réfléchisse, surtout que j'adore l'Italie. Mais en tout cas, on est vraiment dans une belle ambiance italienne, comme je les aime. C'est un pays que j'adore et j'ai vraiment ressenti ça dans ce livre. On est dans une enquête plutôt classique. Il y a même une petite référence à Agatha Christie qui est assez rigolote, parce qu'en fait, on a un personnage qui dit, en fait, qui détecte un poison, qui sait de quel poison il s'agit par l'odeur, non pas que le personnage a déjà senti cette odeur et tout, mais c'est parce que c'est comme ça qu'Agatha Christie décrit l'odeur de ce poison dans ses livres. Trop bien. Je trouve que la référence est juste extra. Donc voilà, on est vraiment sur un peu le côté roman policier classique avec le commissaire Brunetti, dont j'ai fait la connaissance et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai lu rapidement en me renseignant sur l'autrice que Donna Leon était célibataire par choix, mais Brunetti n'est pas célibataire. Et en fait, il est marié et la relation avec sa femme, elle est extrêmement bien décrite en fait. Alors, j'ai noté beaucoup de citations parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture. Je me souviens plus de toutes les citations par cœur, mais il y en a une à un moment, un passage qui dit, où Brunetti dit oh, « J'aimerais divorcer avec toi pour avoir la chance de me remarier avec toi ». Enfin, une phrase, je vous la dis pas de façon très romantique, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau. Voilà, donc j'ai bien aimé la relation de ce commissaire avec sa femme et de savoir que l'autrice elle-même était célibataire, j'ai trouvé que c'était encore mieux parce que ça veut dire qu'elle est vraiment très bonne autrice d'arriver à décrire ça alors que c'est pas du tout inspiré de sa propre vie. Donc j'ai bien accroché avec ce commissaire que j'ai trouvé vraiment un personnage attachant. Il prend pas non plus toute la place. Il a pas non plus, il est pas, on pourrait penser avec les clichés que en Italie l'homme a une sacrée place et puis la femme, mais c'est pas du tout le cas en fait. Il est vraiment attachant, mais il est pas misogyne ou il y a pas là un côté coq et tout ça, pas du tout. Sinon j'aurais pas trop apprécié le personnage. Et ce que j'ai apprécié aussi. Alors là, peut-être que le côté cliché italien va ressortir, mais c'était super bien fait. Parce qu'en fait, quand il veut obtenir quelque chose d'un suspect, eh ben, il va le flatter, en fait. Et en le flattant,
Ah, le personnage suspecté, oh, se sent, se sent qu'on s'intéresse à lui d'une façon très agréable et poum, il sort des trucs du coup. C'est extra, c'est extra. Et c'est pas fait d'une façon grossière, c'est-à-dire qu'on nous dit pas attention, vous allez voir, le commissaire Bonetti, il fonctionne comme ça, regardez. Non, non, pas du tout. Ça arrive au fil des pages. À un moment donné, c'est même mis que il veut s'inspirer d'un personnage qui flatte beaucoup en fait, alors que je trouve qu'il le faisait déjà pas mal. Donc voilà, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Ce sont des livres plutôt courts, donc là, ce n'est que le tome 1, mais il fait un peu moins de 300 pages. J'ai acheté le tome 2 depuis. D'ailleurs, ça me permet de vérifier quelque chose, et donc je le vérifie, et du coup, je suis un peu déçue. C'est que ça a dû changer de collection. Dommage. Ça a dû changer de collection. Et donc là, le tome 2, il fait 300 pages. Ouais, ça a changé de collection. Alors, mais quelle est la vraie? Enfin, comment dire, la plus récente? Là, on voit, donc, les écritures, elles sont différentes pour le nom de l'autrice, pour le titre. Les dos sont différents. Là, on est sur du blanc, là, on est sur du noir. Les polices de caractère aussi sont différentes. Voilà, et en fait au dos, là, enfin sur la quatrième, alors faut vraiment avoir de bons yeux parce que c'est tout petit, tout petit. En fait, le livre qui est ici, là, la couverture de celui-ci, non, pardon, je vous dis n'importe quoi, je vais mettre le doigt, voilà. La couverture de celui-ci, c'est la même couverture que celui-ci, enfin c'est le même livre, voilà. Donc ça a vraiment totalement changé. Il faut que j'arrive à savoir quelles sont les dernières couvertures. Parce que celui-ci, je vous avoue que je l'ai acheté au Leclerc. Et celui-ci, non, je l'ai commandé. Après, à l'intérieur, c'est pareil. Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les papiers de chez Point. Je trouve très, très agréable, en fait. J'écris quand j'achète mes livres, j'écris où est-ce que je les ai achetés et tout ça au crayon à papier. C'est un régal d'écrire au crayon à papier sur ces livres. Et j'aime aussi beaucoup, beaucoup les folios policiers. Voilà, ce ne sont pas du tout les mêmes livres. Puis dans les poches, on pense souvent à livres de poche et à Pocket, mais Pocket, c'est souvent des pages toutes lisses en fait. Et écrire au crayon papier sur une page toute lisse, c'est un petit peu moins agréable. Voilà, c'est pas un carnet, mais sur un livre. Voilà, donc globalement des tomes assez courts et j'ai envie de vous dire tant mieux puisque je viens de m'embarquer dans une série de 30 tomes, un peu plus même de 30 tomes. L'autrice est vraiment âgée, mais il y a des tomes qui continuent à sortir avec ce fameux commissaire. Donc voilà, moi j'ai envie de continuer, donc j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé. On n'est quand même pas sur un coup de cœur, je peux pas vous dire que cette série elle est dinguissime, etc. etc. Il va peut-être me falloir un petit peu plus de tomes pour en arriver là, mais en tout cas c'est extrêmement prometteur. Et je suis contente parce que ça rejoint aussi des choses que je vous disais où bah voilà, je vais lire pas mal de romans policiers d'auteurs français de maintenant avec des sorties récentes ou des sorties poches récentes ou voilà, donc tout ce qui est sorti là ces 3-4 dernières années en policiers français, les policiers français qui montent, enfin les auteurs de polars français qui montent et tout ça, je les vois en salon, etc. Enfin, tout le monde n'y va pas, tous les auteurs ne vont pas en salon, mais bon, globalement, je commence à être bien spécialisée sur cette partie, etc. Ce sera jamais parfait, mais globalement, je mets beaucoup d'énergie, entre guillemets, enfin, je lis beaucoup, beaucoup de livres dans cette catégorie-là. Laissant de côté tous les auteurs étrangers de polar de maintenant, tous les auteurs français d'il y a quelques années, ou tous les auteurs aussi étrangers d'il y a quelques années. Et bien là, on est sur une autrice qui a sorti ce livre en 1997, ce livre en France est sorti en 1997, et ben voilà, du coup je découvre une autrice voilà, qui est née en 1942, qui derrière eh bien, a écrit plein de livres qui datent un peu, et je suis contente. Je suis contente de pouvoir proposer des sorties récentes, et là, de commencer un petit peu je sais pas, ouvrir mes lectures et tout ce qu'on peut faire en côté policier. Et puis un côté roman policier classique qui se passe à Venise, c'est juste parfait. Voilà. Et puis quand j'ai partagé mon avis sur Instagram, quelques-uns ont dit « Ah, c'est trop bien, tu verras, j'adore cette série et tout. » Ça me motive encore plus à continuer.
Enfin, je vous dis ça, ça m'arrive aussi que je présente un livre en story en disant « Je commence cette lecture, ah bah bon courage parce que moi j'ai pas du tout aimé. » Voilà. Il y a aussi les gens comme ça. Mais moi je préfère quand on me dit que c'était cool et qu'on m'encourage à continuer parce que les gens aiment bien. Voilà. Et je termine avec du cosy, avec Delilah, la romantique, qui est le tome 3 de la saison des débutantes. Bon, je les ai vite enchaînés et du coup je ne veux pas vous parler de tous les tomes en un épisode, donc voilà ça. En réalité je l'ai écouté il y a un petit moment, c'est assez court comme livre en fait, celui-ci fait 225 pages. J'ai passé toute la série, la saison des débutantes en audio. En ce moment je suis dans le tome 6. Le tome 6 qui est là avec Harriet la discrète. Et alors pour le coup, je trouve que ce sont les couvertures qui se ressemblent le plus. Voilà. À cause de la robe rouge et des longs cheveux bruns. Alors, tome 3. Donc on avait déjà rencontré 2 autres débutantes. Et là, Delilah, comme les précédentes, elle va chez les sœurs Tribble pour entrer dans le grand monde, pour se trouver un mari. Delilah a malheureusement perdu sa mère, mais elle est assez proche de son père. Parce que il y a un homme qu'elle a aimé, c'est Sir Charles. Et en fait... il n'a pas été très sympathique en fait avec elle et voilà, et donc bon, son père, du coup le père de Delilah se dit bon allez, il faut qu'elle se marie, je vais l'envoyer chez les sœurs Tribble qui, donc les sœurs Tribble, elles s'occupent, elles passent des petites annonces pour pouvoir trouver du boulot parce qu'elles ont besoin d'argent, même si elles viennent du grand monde, et donc elles s'occupent bien d'avoir des belles tenues pour leurs débutantes, de leur donner des cours, enfin elle paye des profs je sais plus, de maintien, de danse, de loisirs créatifs. Je crois qu'elles font de l'aquarelle. Enfin voilà, il y a comme des cases à cocher. Une bonne fille à marier doit faire tac 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 tac. Voilà. Bon, ça peut paraître très choquant dit comme ça, mais en fait c'est écrit d'une façon hyper fraîche, hyper agréable. Et puis les filles, elles se laissent vraiment pas faire non plus. Donc j'ai pas l'impression d'être sur un livre d'une soumission incroyable. Voilà, c'est juste que les codes de l'époque sont repris, mais avec des personnalités féminines qui sont cool. Et donc voilà, Delilah, au début c'est peut-être celle que j'ai le moins appréciée. Et puis j'ai appris à l'apprécier. Et ensuite en fait j'ai d'abord apprécié son père. Voilà, le père de Delilah, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Et puis ensuite, Delilah, bon, sur 2-3 petites choses, elle me titillait un petit peu, mais bon, par la suite, ça a été, je me suis attachée à elle. Par contre, Sir Charles, j'étais un petit peu plus partagée sur le personnage, hein, voilà. Il a fait des trucs au début, voilà. Et donc on continue comme ça, après on voit petit à petit, donc Delilah arriver chez les sœurs Tribble, etc. etc. Il y a plein d'histoires, voilà, il y a plein d'histoires, notamment avec les sœurs Tribble. C'est toujours à mourir de rire. Je peux pas trop vous en dire, on est sur un tome 3, puis je peux pas vous révéler des choses, mais il y a des passages que j'ai trouvé très rigolos. Et puis voilà, pour moi les sœurs Tribble, c'est vraiment, elles apportent énormément d'humour en fait dans ce livre. C'est une série que j'apprécie beaucoup, qui passe super bien en audio, qui m'accompagne dans pas mal de trajets parisiens et tout, donc c'est un vrai régal. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a seulement que 6 tomes. Donc comme je vous disais, je suis dans le dernier. Et voilà, la série, elle est terminée après. C'est dommage, c'était une excellente idée d'avoir ce côté... ce côté très chic anglais et de le tourner un peu en dérision aussi. Voilà. Donc Delilah, la romantique. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit message en MP, en commentaire et tout et tout. Je vous retrouve très vite avec d'autres lectures et d'ici là, écoutez, portez-vous bien et lisez bien. À bientôt.